Écoutez, bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette soirée organisée par la Plémara et une soirée qui va être dédiée à la thématique de l'amylose en essayant de vous présenter un petit peu le parcours, les différentes atteintes, les modes diagnostiques et puis on fera peut-être deux présentations un peu plus ciblées sur l'amylose cardiaque, c'est le professeur Lamblin qui se chargera de cette présentation, et une autre présentation un peu plus ciblée autour de la problématique des amyloses ATTR et notamment les atteintes neurologiques, et c'est le docteur Tarr qui se chargera de cette présentation. Moi, je suis le docteur Thériou, je travaille dans le service de médecine interne, où on a la particularité d'avoir un centre de compétences autour de la thématique de l'amylose. Et donc, c'est sous cette étiquette-là que je vais commencer la présentation. Juste avant, je voudrais remercier notre partenaire pour ce soir, le laboratoire Anilam, qui nous aide à monter cette soirée. Peut-être vérifier avant de commencer, savoir si tout le monde autour de la conférence nous entend bien. Vous pouvez répondre par chat. Peut-être parfaitement. Écoutez, merci beaucoup. Voilà, donc je vais commencer peut-être par quelques généralités autour de l'amylose. En essayant de répondre à deux questions. Quand penser à une amylose et comment en faire le diagnostic surtout. En voici mes conflits d'intérêts pour l'amylose. Et je vais commencer pour vous présenter l'amylose qui en fait regroupe un nombre important de situations cliniques et physiopathologiques différentes. On estime qu'il y a à peu près une quarantaine d'amyloses décrites au jour d'aujourd'hui, mais tous les ans on en découvre de nouvelles. La particularité, c'est que ce sont des maladies qui sont liées à un dépôt d'une protéine qui en général prend une conformation bêta-plissée et qui ainsi se dépose dans les tissus. Et cette protéine peut être d'origine très, très variée. Les quatre grandes amyloses que je vous présente là sont un exemple. On a les amyloses ATTR que l'on peut subdiviser en amylose sauvage, qu'on appelait auparavant amylose sénile, et puis certaines formes un peu plus rares d'amylose héréditaire. Ces amyloses peuvent aussi être liées à une protéine qu'on appelle la protéine AA, que l'on voit plutôt dans des contextes inflammatoires. Je cite aussi l'exemple d'une amylose que l'on voit plutôt chez les patients avec des insuffisances rénales et dialysées, c'est l'amylose à bêta-2 microglobuline. Et puis une autre forme particulière, peut-être un petit peu plus sévère d'amylose, qu'on appelle l'amylose AL. Donc on va nommer ces amyloses en fonction de la protéine à l'origine du dépôt dans les tissus. Elles ont par contre en commun d'être toutes liées à une autre protéine qui s'appelle la glycosaminoglycane et qui sert de protéine chaperon à ces protéines qui vont se déposer dans les tissus. Alors, il y a une grande variété de protéines qui peuvent se déposer dans les tissus, et il y a aussi une grande variété d'atteintes cliniques. Donc, je vous en cite quelques exemples, mais la liste serait longue. Finalement, toutes les spécialités peuvent être confrontées dans leur exercice à un patient atteint d'une amylose. Donc, bien sûr, il y a l'amylose cardiaque dans sa forme historique avec ses volumineux cœurs. Il peut y avoir des infiltrations au niveau de la langue, ce qu'on appelle donc une hypertrophie de la langue avec la marque de l'empreinte dentaire au niveau de la langue. On peut avoir parfois ces hématomes périorbitaires, ces hématomes en lunettes. On peut avoir des atteintes musculaires qui donnent ces aspects pseudo-athlétiques
liées à l'infiltration musculaire. Là, c'est une coupe de glomérules au niveau des reins et donc une atteinte rénale sous la forme d'un syndrome glomérulaire. On peut avoir une atteinte digestive qui peut se présenter sous forme de saignement en nappe. Là, je vous montre par exemple une atteinte hépatique avec ce volumineux foie. Ça, c'est une image d'hématie avec un corps de Well joli pour ne pas oublier que dans certains rares cas, mais c'est assez classique, l'amylose peut se présenter sous la forme d'une rupture spontanée de rate et donc donner ces images au niveau des hématies. Là, je vous montre une atteinte des glandes sous-maxillaires au niveau de la sphère ORL. Bien sûr, une atteinte classique, c'est le canal carpien. Il peut y avoir d'autres atteintes ostéo-articulaires un petit peu plus rares, qu'on voyait souvent dans l'amylose à bêta-glucoglobuline. Et puis, il peut aussi y avoir des atteintes pulmonaires. Donc vraiment, une atteinte clinique très pléomorphe et donc parfois un petit peu piégeuse pour le clinicien. Ce que l'on sait malgré tout, c'est que en fonction de la protéine qui va se fixer dans le dépôt, eh bien, on va avoir des atteintes préférentielles. Par exemple, l'atteinte préférentielle du cœur, on va la retrouver dans l'amylose AL, dans l'amylose ATTR. On peut retrouver une atteinte rénale préférentiellement dans les amyloses AA, dans les amyloses AL, dans les amyloses rénales, les amyloses à fibrinogènes, pardon. Et puis, on peut avoir une atteinte plutôt nerveuse périphérique dans les amyloses ATTR. Donc là encore, il peut y avoir une distribution différente des atteintes d'organes en fonction de la protéine impliquée. Et là encore, par l'examen clinique, par quelques examens, on essaye de cibler un peu, lorsqu'on pense à une amylose, l'atteinte en regard. L'autre message que je voulais vous partager avec cette diapositive, c'est qu'il est extrêmement important de faire le diagnostic de ces différents types d'amylose, puisque la sanction thérapeutique n'est pas du tout la même. Excusez-moi pour cette petite mésaventure. Voilà. Et que la sanction thérapeutique n'est pas du tout la même en fonction de l'atteinte. Alors, si on prend une photo des différents types d'atteintes, on peut regarder une série italienne assez récente qui a été publiée à partir de l'observation de plus de 1500 patients. Et sur ce centre de référence italien, eh bien, là, on va dire que plus de 2/3 des patients étaient diagnostiqués avec une amylose de type AL, 11% une amylose de type AA et puis 20% d'amylose héréditaire. Mais cette représentation, elle dépend aussi de votre origine géographique. Et si on regarde une série de collègues tunisiens publiés il y a 10 ans, eh bien, eux, ils ont majoritairement des amyloses AA. Donc là encore, en fonction de l'origine de votre patient, en fonction des différentes pathologies qu'on peut retrouver dans ces pays, on aura des patients avec des profils d'amylose différents. Si on regarde un travail récent effectué par notre collègue Jean-Baptiste Gibier au laboratoire d'anatomopathologie, lui aussi avait repris plus de 300 observations, plus de 315 biopsies sur des années assez récentes, de 2014 à 2019, eh bien on retrouve une répartition qui est proche de celle de nos collègues italiens, majoritairement une amylose AL. On retrouve une amylose AA dans 12% des cas, et puis amylose ATTR dans 10% des cas. Et on sait, dans toutes les séries, c'est à peu près reproductible, que 15% des amyloses, on n'arrive pas à les typer avec des examens standards, notamment d'anatomopathologie, et je vous montrerai quelle stratégie on peut essayer de mettre en place pour diagnostiquer ces amyloses. Alors, le diagnostic
de cette amylose, il va reposer essentiellement sur un diagnostic histologique. En tout cas, c'est ce que on va exiger lorsqu'on pense à une amylose AL, et on va essayer d'orienter nos biopsies en fonction soit de l'atteinte d'organes. Effectivement, on se dit que si on a une atteinte rénale avec un syndrome glomérulaire, si on biopsie le rein, on aura 100% de diagnostic positif sur l'organe cible. Mais ce n'est pas toujours des biopsies qui sont faciles à réaliser, notamment lorsqu'on évoque une amylose cardiaque. On ne fait pas de biopsie myocardique de façon aisée. Donc, il faut peut-être avoir d'autres stratégies. Et dans ces cas-là, on sait depuis une vingtaine d'années qu'on peut faire des biopsies à l'aveugle, entre guillemets, biopsie de la graisse sous-cutanée, biopsie des glandes salivaires accessoires, qui sont extrêmement simples à réaliser, peu invasives. Et dans ces cas-là, on peut avoir la réponse et donc essayer de montrer l'amylose dans ces tissus, dans plus de 80% des cas pour les glandes salivaires et 50% des cas dans la graisse sous-cutanée. Donc, il y a deux possibilités pour faire le diagnostic, on va dire une biopsie ciblée sur un organe atteint, lorsque c'est possible, et puis une biopsie non ciblée sur des prélèvements faciles à réaliser, glandes salivaires et graisse sous-ombilicale. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que la biopsie a été réalisée? Elle va être envoyée à nos collègues du laboratoire d'anatomopathologie qui va procéder par étapes. Il va réaliser ce qu'on appelle d'abord une coloration au rouge Congo, qui va permettre de mettre en évidence ces dépôts amorphes amyloïdes. Et lorsque le diagnostic d'amylose est posé avec la positivité du rouge Congo, eh bien, nos collègues du laboratoire vont réaliser des tests d'immunomarquage avec des anticorps pour essayer de typer cette amylose, avec des anticorps qui vont cibler les chaînes légères pour l'amylose AL, la TTR pour les amyloses ATTR et la protéine A. Et dans ces cas-là, on va dire la plus grande majorité des cas, on arrive à typer cette amylose et donc proposer une prise en charge adaptée. Malheureusement, comme je vous montrais par exemple dans la série lilloise et dans toutes les séries disponibles dans la littérature, c'est à peu près reproductible, 15% des cas au minimum ne peuvent pas être identifiés avec ces techniques et il faut aller un petit peu plus loin. Et donc, ce qui est discuté actuellement, ce sont des techniques dites de spectrométrie de masse. Alors, je n'irai pas très loin dans la description de la technique, je ne maîtrise pas du tout, mais en tout cas, c'est une technique qui permet donc de rectifier des diagnostics et même de pouvoir décrire de nouvelles amyloses. Là, c'est un cas d'un patient qui avait un dépôt amyloïde, on le voit bien, hein, ce dépôt amorphe qui est restringent au rouge au Congo, mais les immunomarquages n'avaient pas permis d'identifier le type d'amylose, et donc c'est l'examen en spectrométrie en masse qui avait permis d'identifier là, c'est que le patient avait un variant génétique de issu. Donc là, avec cette technique, on arrive à découvrir de nouvelles amyloses. On peut confirmer certaines amyloses et puis on peut même remonter jusqu'à la génétique pour essayer d'avoir un continuum physio-pathologique. Alors la nouveauté, c'est est-ce qu'il faut absolument passer par la biopsie pour diagnostiquer ces amyloses? La nouveauté, c'est que probablement qu'on va pouvoir maintenant proposer des diagnostics indirects d'amylose par des examens on va dire, morphologiques ou isotopiques. Et notamment, depuis le début des années 2000, eh bien, on sait que certaines formes d'amylose ont la particularité d'être diagnostiquées avec un examen simple, qui est une scintigraphie osseuse. Alors, l'histoire est
assez curieux. C'est un petit peu par hasard qu'on a pu identifier cet examen, donc des scintigraphies osseuses proposées à des patients pour des bilans très variés, et puis il y avait ces fixations cardiaques, et donc un petit peu par hasard, on a découvert que cet examen pouvait permettre de diagnostiquer des amyloses cardiaques, et je sais que Nicolas Lamblin va en reparler un petit peu, mais c'est vraiment fondamental dans nos discussions de stratégie actuellement, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir diagnostiquer indirectement ces amyloses sans passer par la biopsie grâce à cet examen isotopique. Donc on peut grader cette fixation au niveau cardiaque et en fonction de ce score, essayer de déterminer si une amylose ATTR est possible. Et donc, dans les formes un peu caricaturales, si vous avez une fixation importante de l'isotope au niveau myocardique, et à partir du moment où on a éliminé de façon formelle sur les examens biologiques la présence d'un composant monoclonal, eh bien, on peut, sans réaliser de biopsie, porter un diagnostic d'amylose ATTR. Il restera à savoir après si c'est une amylose dite sauvage ou une amylose héréditaire. Par contre, et c'est souvent l'objet des discussions que l'on a entre nous, c'est s'il y a la présence d'un composant monoclonal, eh bien cette stratégie est remise en cause, et notamment sur ce papier où un certain nombre de patients avaient eu un diagnostic formel d'amylose cardiaque ATTR, eh bien on sait que 22% de ces patients ont un composant monoclonal. Et ce qui est assez logique, puisque ces deux situations cliniques se retrouvent chez les sujets âgés. Et donc, c'est toute la difficulté de ne pas passer à côté d'une amylose cardiaque AL chez ces patients âgés. Donc, on va revenir sur ces stratégies par la suite. Et donc, à partir du moment où un patient a un composant monoclonal dans le sang, eh bien, on ne peut plus se fier à cet arbre diagnostique et il va falloir revenir à des stratégies de biopsie. Alors, pourquoi proposer ces stratégies de biopsie? Parce qu'on sait que le pronostic de l'amylose cardiaque AL, et je précise bien AL, est beaucoup moins bon que les autres formes d'amylose. Surtout, la prise en charge thérapeutique est vraiment différente, et c'est vraiment tout l'enjeu des débats qu'on a actuellement. Et pour ça, et pour finir ma présentation, je voulais vous montrer, alors, ça ne passe plus. J'ai fait une bêtise. Il faut que je remette le PowerPoint. On va cliquer dessus. Ouais, je pense que ce serait plus simple. Voilà. Excusez-moi encore pour... On va repartager le vue. On va faire défiler. Voilà, jusqu'à la fin de notre présentation. Excusez-nous. Ouais. C'était pour voir si tout le monde avait bien suivi. Là, on y était. C'était ça? Voilà, c'était ça, parfaitement. Et donc, je voulais... Ah ben non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Vous cliquez dessus. Cliquez sur la... Voilà. Et donc, pour nous aider et pour essayer d'orienter au mieux le patient depuis donc, plusieurs années, sous l'impulsion du professeur Achula, eh bien, on a une structuration ici au CHRU où on a pu identifier des spécialistes d'organes en médecine interne, en ophtalmologie, en hématologie, cardiologie, gastroentérologie, néphrologie, neurologie. Et donc, pour essayer de rapidement orienter le patient en fonction de l'atteinte, avec de façon vraiment essentielle un dialogue permanent avec les équipes d'anatomopathologie qui sont, comme je vous l'ai expliqué, aux avant-postes pour les diagnostics, et puis une équipe de biologistes en génétique et en biochimie des protéines. Donc voilà, c'est
vraiment pour vous montrer un peu notre organisation, tous les liens qu'on peut avoir avec des réunions que nous organisons 3 ou 4 fois par an pour essayer de fédérer ces médecins et essayer de rediscuter des stratégies diagnostiques notamment. Et donc, n'hésitez pas à me solliciter et nous solliciter pour toutes ces questions de diagnostic et de prise en charge. On arrivera toujours à vous aider à débrouiller la situation. Voilà, donc moi j'ai fini pour ma présentation. Je vous remercie pour votre attention et je pense qu'on aura l'occasion à la fin de ces présentations d'avoir une séance de questions-réponses. Je passe la main au professeur Lamblin. C'est une question brûlante, non? Bonsoir à tous. Je ne sais pas si c'est une question urgente, brûlante dans l'assistance numérique. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Peut-être des questions sur la stratégie, sur l'organisation, avant que je détaille la partie cardiaque. En tout cas, je suis ravi d'avoir été invité, ravi de pouvoir participer à ce séminaire qui illustre un peu notre collaboration. Ce n'est pas un hasard si nous sommes 3 des multiples représentants du centre de compétences. J'espère que ces présentations vous iront. Alors moi, on m'a demandé de parler du cœur de l'amylose. Il y a presque un jeu de mots. Alors il ne vient pas de moi, mais bon, je vais le garder comme tel. Et effectivement, je vais focaliser le topo sur l'atteinte cardiaque. Alors, les messages clés, c'est inhabituel, je vais les dire d'emblée. Une chose que l'on pourrait retenir, et c'est ce que je vais vous montrer, c'est que l'amylose cardiaque était considérée comme une maladie rare, pas orpheline certes, mais rare. Or, elle est loin d'être aussi rare qu'on le pense. Ce n'est pas encore une maladie fréquente, mais elle est beaucoup plus fréquente que vous pouvez le penser. Premier message, c'est beaucoup plus fréquent. Je vous verrai pourquoi. Deuxième message, c'est que l'amylose, jusque ces derniers mois ou ces 2-3 dernières années, était une maladie histologique. Et ça, Louis vous l'a bien montré, Louis Théo l'a montré. C'est une maladie dont le diagnostic impose des biopsies. Et bien, dans un certain contexte, ça ne nécessite plus obligatoirement de biopsie. Donc, c'est ces choses que je vais vous montrer en vous parlant essentiellement d'amylose à transthyrétine. Alors, voici mes liens d'intérêt avec différents industriels, dont certains travaillent dans le domaine, même si pour ce soir, bien sûr, il n'y a pas de lien d'intérêt avec ces industriels. Voilà un petit peu ce qu'a montré Louis à l'instant, la série lilloise, comparable à une série américaine, elles étaient toutes à peu près pareilles. C'est ce que moi j'ai vécu en arrivant dans le centre de compétences, dans les années 2005 déjà, le temps passe. On discutait essentiellement d'amylose AL et j'aidais les collègues à rechercher une atteinte cardiaque ou à évaluer la gravité d'une atteinte cardiaque ou à surveiller l'atteinte cardiaque afin d'orienter un peu le traitement. Et vous voyez qu'on avait un certain nombre d'amyloses à transthyrétine mutées qui étaient plutôt pris en charge par les collègues neurologues. On savait qu'ils étaient dans notre centre de compétences. L'amylose à transthyrétine non mutée, historiquement appelée sauvage, était une rareté. Et puis, il y avait bien sûr des amyloses différentes et plus rares. Et ce qu'il faut retenir sur les atteintes d'organes, c'est que quand on s'intéresse aux amyloses cardiaques, ou à l'amylose cardiaque, finalement, on se retrouve fréquemment, il y a des grandes raretés à côté, mais avec 2 protéines sources, soit l'amylose AL, soit l'amylose à transthyrétine, qu'elle soit mutée ou non mutée. Donc, finalement, pour nous, cardiologues, ou dans le cadre du centre de compétences, quand il y a une atteinte cardiaque au devant, eh bien, dans l'immense majorité des cas, c'est l'une ou l'autre de ces amyloses. Et finalement, les autres, je ne les détaille pas, sont exceptionnellement rencontrées. Dans certaines amyloses génétiques, quand même, il peut y avoir une atteinte cardiaque en termes d'imagerie et qui, en général, ne perturbe pas la prise en charge et le pronostic. Alors voilà ce qui s'est passé ces dernières années. Quand je dis dernières années, c'est très très court ces années, c'est sur 3 ou 4 années. Eh bien, ici, c'est écrit petit, mais vous voyez les prévalences des différentes amyloses AL et TTR. Et vous voyez que la TTR non mutée est 5 fois plus fréquente ici dans cette série. Et ici, quand on prend une série japonaise, eh bien, vous voyez que ça explose. On est quasiment à 10 fois plus fréquemment d'amylose à TTR non mutée que d'ici d'amylose à TTR mutée, qui ont un peu augmenté, sans doute du fait de l'amélioration du diagnostic, mais dont la prévalence est relativement stable. En revanche, les TTR non mutés sont bien plus fréquents. Pourquoi? Parce que l'information est passée et parce que le diagnostic, maintenant, est beaucoup plus
facile à poser. Alors, la fréquence est présente également, et ça c'est connu depuis longtemps, mais de façon histologique en population générale. Vous avez ici une série de données autopsiques qui vous montrent que finalement c'est un processus qui est lié à l'âge, puisque quand on va chez des centenaires, vous voyez, c'est extrêmement fréquent, il y a plus d'une personne sur deux qui a des dépôts d'amylose à transthyrétine dans le cœur, ce qui ne veut pas dire qu'il est décédé de ça, bien sûr, et ce qui ne veut pas dire qu'il y a même maladie. C'est toute la difficulté actuellement, est-ce qu'un dépôt au niveau cardiaque suffit à causer la maladie? Quand on est chez des personnes de plus de 80 ans, vous voyez, on est à 10, 15, 20% en fonction de l'âge, mais histologiquement, c'est très fréquent. Vous ne savez pas si ça engendrait des maladies. Quand on s'intéresse maintenant à une maladie, là, pour le coup, ce n'est pas de l'histologie, ce sont des personnes qui vivent avec une insuffisance cardiaque, donc des symptômes, en particulier l'essoufflement et la fatigue, et des signes cliniques, en particulier les œdèmes, la rétention hydrosodée. Eh bien, on a deux grandes familles d'insuffisance cardiaque, et certaines sont dites à fraction d'éjection préservée. Alors, je sais qu'il y a peut-être des non-médecins qui nous écoutent, via les associations de patients ou les familles de patients. C'est quelque chose de très très simple, ça c'est à l'échographie cardiaque. Une personne qui a de l'insuffisance cardiaque, on fait l'écho et on voit si la fraction d'éjection est préservée ou si elle est réduite. Eh bien, lorsqu'on s'intéresse à ce type d'insuffisance cardiaque, il a été montré ces dernières années que 15 à 20% de ces types d'insuffisance cardiaque qu'on ne comprenait pas sont en fait la conséquence d'une amylose cardiaque à transthyrétine. Donc il y avait des dépôts fréquents sur des cas autopsiques qu'on ne savait pas les interpréter. On sait maintenant que quasi 15 à 20% de ces maladies sont liées, et donc là c'est de la maladie, à de l'amylose cardiaque à transthyrétine. Vous voyez que c'est 20% de quelque chose qui touche beaucoup les personnes de 75 à 80 ans. Alors, quel est le rôle du cardiologue? Deux solutions. S'il y a des cardiologues qui nous écoutent, ou s'il y a des non-cardiologues, mais qui doivent aller se rapprocher d'un cardiologue, deux situations. Soit on a des personnes qui ont des symptômes cardiovasculaires, donc qui sont essoufflées, en particulier, une dyspnée d'effort, ça peut aller jusqu'à la décompensation cardiaque, c'est-à-dire les œdèmes, mais également être très vigilant lorsque ces symptômes sont associés à une élévation modérée et en plateau de ces troponines, qui sont des protéines cardiaques, que l'on voit surtout dans l'infarctus du myocarde. C'est le dosage utilisé dans les urgences pour parler d'infarctus. Et donc très souvent, des erreurs diagnostiques sont posées parce que quelqu'un qui est essoufflé et qui en ville ou aux urgences a un petit dosage de troponine élevé, on va leur dire, tiens, vous avez fait un infarctus ou vous avez une maladie des coronaires. Et donc cette erreur d'aiguillage au départ, souvent préjudiciable parce qu'il y a un retard au diagnostic, alors que si le dosage il est modéré et qu'il est en plateau, c'est-à-dire qu'il est constant, eh bien, ce n'est pas un infarctus qui donne un pic de sécrétion, puis quand l'infarctus est passé, ça se normalise, alors que dans l'amylose non traitée, eh bien, il va y avoir un relargage de cette protéine. On ne peut pas parler d'infarctus, je rassure les familles qui nous écoutent, mais il y a quand même un relargage par la souffrance du muscle cardiaque. Il y a un peu de troponine qui va être libérée dans le sang. Et ça, c'est un grand piège diagnostique que l'on ne devrait plus voir de nos jours. Et donc, il faut répéter l'information pour que la communauté cardiologique soit vigilante à ça. Alors ensuite, on a d'autres situations cardiologiques typiques quand il y a de la fibrillation atriale, mais que le cœur est un peu épais. Quand il y a un bloc atrioventriculaire, donc ça c'est un cœur un peu rapide, c'est un trouble du rythme. Ici, c'est un trouble de conduction, c'est l'électricité au sein du cœur qui ne circule pas bien, ça ne circule pas parfait. Quand il y a un BAV, donc un trouble de conduction avec un cœur épais, eh bien, il faut se méfier de l'amylose à transthyrétine. Enfin, plus récemment encore, des maladies de valve, par exemple la sténose valvulaire aortique, lorsque la valve est malade, de nouveau, lorsqu'on a une hypertrophie du cœur, ça peut être lié à une amylose transthyrétine, parce que quand le cœur est atteint, ça peut être soit au niveau des valves, soit au niveau du tissu électrique, soit au niveau de la paroi des oreillettes, des atria, soit effectivement au niveau du muscle, et c'est la fameuse insuffisance cardiaque dont j'ai parlé. Voilà, le rôle. L'autre situation caricaturale, c'est répondre à l'appel d'un collègue hématologue, interniste, neurologue, gastro, toute discipline qui découvrirait une amylose. Eh bien, quand elle est à chaîne légère, donc AL, il faut vraiment répondre à la demande de façon urgente. Quand un hémato vous appelle en disant j'ai une amylose AL, l'écho, elle doit être faite dans la semaine. L'échographie doit être faite dans la semaine, parce que si le cœur est touché, ça change totalement le pronostic qu'on vous l'a montré, ça change surtout le traitement pour être plus efficace, plus agressif d'emblée, afin de corriger ce pronostic, puisqu'une amylose AL est plus grave, mais si elle est bien traitée,
Et si elle répond au traitement, le pronostic est maintenant bien amélioré. Donc, quand vous avez une suspicion d'atteinte cardiaque par amylose AL, il faut faire l'échographie en urgence. De même, quand un collègue neurologue a besoin d'une échographie parce qu'il suit une polyneuropathie, eh bien, il faut là aussi faire cet écho parce que ça peut modifier la prise en charge, même si le degré d'urgence, vous voyez, je n'ai pas mis rouge, n'est pas du tout le même. Les amyloses à TTR ont une évolution, en tout cas cardiaque, beaucoup plus progressive que l'amylose AL. Alors, comment on évoque, quand on a des points d'appel cardiologiques, ce diagnostic? Eh bien, devant les symptômes, les cardiologues doivent poser ces questions, ces drapeaux rouges, c'est-à-dire ces signes d'alerte, que sont les choses les plus fréquemment observées dans l'amylose à transthyrétine. Le canal carpien, surtout s'il est bilatéral ou récidivant, surtout lorsque la chirurgie a entraîné un mauvais résultat. Mais aussi, on a d'autres anomalies canalaires ou tendineuses, par exemple le canal ovaire rétréci, la rupture tendineuse, les tendons de la colonne du rotateur, du grand biceps, etc., le doigt à ressaut, du putrin. Et également, grand piège observé en cardiologie, c'est un hypertendu ancien qui, alors qu'il vieillit, devient hypotendu. Ça n'existe pas. Le vieillissement fait monter la tension. Donc un hypertendu ne deviendra pas hypotendu, sauf s'il y a autre chose. Et cette autre chose, c'est toujours une dysautonomie. Cette dysautonomie n'est pas que amyloïde, bien sûr, mais l'amylose à transthyrétine est vraiment un grand pourvoyeur. On pourrait trouver ça également dans une maladie de Parkinson, mais dans ce cas-là, elle est évoluée. Un diabète, il serait très évolué. Bon, les maladies surrénales peut-être, mais l'amylose à TTR est la première des choses à évoquer quand un hypertendu devient hypotendu. On trouve après d'autres signes qui sont un peu moins en devant du tableau d'alerte, entre guillemets. Alors, le diagnostic, quand on est cardiologue, il passe par un électrocardiogramme, mais j'incite les collègues non cardiologues à regarder les électros. Alors, vous avez tous appris le microvoltage, mais cet électro, il est pour vous montrer que le microvoltage n'est présent que dans moins d'un cas sur deux. Pourquoi? Parce que les séries historiques d'amylose cardiaque concernaient l'amylose AL et surtout des formes très évoluées, et dans lesquelles donc, le microvoltage reflète l'importance de l'infiltration, et donc ce microvoltage était important. Mais si on va vers du dépistage, vers du diagnostic précoce, il ne faut pas exclure le diagnostic parce qu'il n'y a pas de microvoltage. Ce que l'on retrouve plus fréquemment, alors il peut y avoir un certain degré de microvoltage dans certaines dérivations, mais il n'est pas visible partout. Et ce qui est très fréquent, c'est cet aspect d'onde Q, donc, comme une séquelle d'infarctus que l'on voit dans les dérivations antérieures de V1 à V4, voire V5. Vous voyez qu'il n'y a pas d'onde R qui pousse, il n'y a pas cette grande onde R qu'on devrait avoir. Et donc ça, c'est très évocateur, même si ce n'est pas spécifique de l'amylose, je n'ai pas dit ça, c'est évocateur de l'amylose, quand c'est associé en particulier avec cette déviation axiale qui est extrême, qui explique également l'onde Q en inférieur. Alors voilà un autre électrocardiogramme qui vient de mes consultations habituelles. Vous voyez, celui-là, il n'est pas du tout microvolté. Mais on retrouve cet aspect un peu séquelaire d'infarctus, l'absence d'onde R, ou l'équivalent d'onde Q de V1 à V4. Et de nouveau, cet axe très dévié. L'onde Q, elle est encore plus visible en D2, D3, AVF, parce que l'axe est très dévié à gauche. Et après ça, quand on a des symptômes de type essoufflement, j'espère que les boucles passent relativement bien sur vos écrans, et bien voilà ce que l'on observe en échographie. On voit un cœur un peu épaissi, mais c'est des épaississements, des épaisseurs qui ne sont pas majeures, là aussi. Les cardiologues ont appris 15 mm pour la cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique, mais il faut savoir évoquer l'amylose dès qu'on est à 12 mm ou plus. C'est une épaisseur qu'on mesure ici au septum, que l'on peut retrouver sur cette incidence-là qui est perpendiculaire. Mais ce qui doit absolument heurter l'œil tout de suite dès qu'on voit ça, c'est que même si le muscle semble s'épaissir et bien bouger, ici vous voyez ça bouge bien, ici ça se contracte bien, ici aussi ça se rapproche bien comme une pince à linge qui se ferme, et bien malgré tout, si vous regardez le déplacement dans le sens de ma flèche, donc plutôt du bas en haut, ici l'anneau au niveau mitral, il doit se déplacer, il y a un déplacement vers le haut qui devrait s'observer. Or la base, c'est-à-dire l'anneau fibreux du cœur est totalement infiltré par des dépôts amyloïdes et ça ne se déplace absolument pas dans le plan antérograde. Et ça, c'est très évocateur d'une maladie dite restrictive, et parmi les maladies restrictives, l'amylose est la plus fréquente. Donc ici, si on faisait l'image arrêtée, l'anneau mitral ne se déplace pas du tout vers la gauche et ici, pas du tout vers le haut. Ça doit alerter absolument l'œil de tout cardiologue qui pose la sonde. Alors ça a été documenté avec des outils, bien sûr, un peu plus quantitatifs que ce que je vous ai décrit. Alors, on a appris le septum brillant, épaissi, et je vous dis, ça aussi, ce n'est pas spécifique. Alors que cette anomalie de déplacement, on peut maintenant le mesurer avec du Doppler tissulaire. Doppler, c'est de la mesure de vitesse. Le Doppler, habituellement, on mesure les vitesses du sang.
Et tissulaire veut dire qu'on mesure la vitesse du muscle. Et en Doppler tissulaire, si on mesure cette vitesse ici, elle sera toujours très très basse parce que le muscle ne se déplace pas. Alors un outil de nouveau encore plus récent, qui est indépendant de l'humain, qui est un calcul mathématique, ni plus ni moins, c'est que la machine calcule la déformation du muscle cardiaque. Et dans l'amylose, on a des anomalies de déformation, donc c'est le rose clair ici, puisque une déformation normale, c'est le rouge. Et ici, ça reflétait la pointe du muscle. Ce que je vous avais montré qui bougeait bien ici, eh bien, c'est l'ordinateur qui vous dit qu'effectivement, ça se contracte bien. Par contre, ce qui ne bougeait pas du tout à la base, l'ordinateur automatiquement vous montre une anomalie de déformation, puisque c'est rose très clair, voire blanc. Alors vraiment, il y a des chiffres. Hein, la moyenne de tous ces segments, c'est moins 20%. Et plus c'est diminué, plus c'est altéré. Donc cet outil, il a une valeur diagnostique importante. Il a également une valeur pronostique, puisque plus c'est altéré, plus l'atteinte cardiaque, bien sûr, c'est. Vous voyez, toutes les références sont relativement récentes. Toutes ces choses-là n'ont été écrites que dans les 5 à 6, 8 dernières années, ce qui, à l'échelon de la médecine, est extrêmement court. Ces choses-là, moi, je commençais à en parler il y a 10 ans, on faisait partie des premiers Français à en parler, mais avant 10 ans, personne n'en parlait, et encore 4-5 ans, on n'en parlait quasiment pas dans les congrès. Comme je le disais, ça figure les différentes atteintes cardiaques possibles, il n'y a pas que le muscle, il peut y avoir le système nerveux autonome avec des hypotensions, des bradycardies inappropriées, des troubles de conduction, des anomalies des valves, je vais passer un petit peu rapidement là-dessus. Et puis l'imagerie en cardiologie est importante, d'autant plus qu'on essaiera de s'affranchir de la biopsie. Donc l'imagerie, elle est multimodale. Multimodale veut dire qu'on utilise plusieurs techniques d'imagerie qui sont complémentaires. À côté de l'échographie, l'IRM a une importance très importante. D'une part, elle est importante parce que les gens ne sont pas très échogènes. On voit l'épaisseur du muscle et on peut même la mesurer de façon plus reproductive. On voit également donc, sa caractéristique tissulaire. C'est le grand apport de l'IRM par rapport à l'écho, c'est que des mesures de relaxation, des mesures de signal lorsque le tissu sont comme ça mis dans un champ magnétique, ont des temps de relaxation qui sont différents selon leur nature. Et donc, quand un muscle est normal, il a des temps de réponse à la résonance magnétique différents d'un muscle qui est très riche en eau, par exemple, très riche en fibrose, par exemple, ou très riche en dépôts acellulaires, en dépôts inertes, comme les dépôts amyloïdes. Et donc, tout ça, nos collègues radiologues peuvent le mesurer. Il y a le premier paramètre qui est le temps de relaxation, T1, qui est le premier temps de relaxation après la résonance magnétique, et il va être très allongé dans l'amylose, et c'est peut-être la maladie, on dit souvent que c'est la maladie qui allonge le plus, de manière diffuse, ce temps de relaxation. Ensuite, lorsque les collègues injectent du gadolinium, eh bien, ils vont observer du rehaussement tardif, c'est-à-dire qu'il y a une captation du gadolinium 10 minutes après l'injection, et là aussi, quand c'est diffus, c'est très évocateur de l'amylose. Et enfin, ils doivent régler un temps d'inversion du signal temps sur sang sur myocarde pour faire leurs différentes mesures que je viens de donner, le rehaussement tardif et les temps de relaxation. Et ils ont beaucoup de difficultés parce que ce temps d'inversion est raccourci. Donc en fait, il faut en IRM non seulement constater cette cardiopathie hypertrophique particulière, mais avoir ces 3 éléments de l'analyse du tissu. Et c'est grâce à ça, alors en tout cas quand il y en a 2 sur 3, c'est mieux que 1, et qu'il y ait 2 quand il y a les 3, c'est parfait. Si les 3 sont présents, ou si 2 sont présents, eh bien vous avez quasiment la signature en imagerie par résonance magnétique de dépôts amyloïdes avec une échographie ou une imagerie comme ça, l'imagerie d'IRM, qui vous montre cette cardiopathie hypertrophique. Enfin, la troisième modalité de l'imagerie, c'est la scintigraphie au radiotraceur osseux, donc c'est les diphosphonates. Alors, attention, il faut se méfier parce qu'il y a différents radiotraceurs osseux et certains sont plus ou moins sensibles. C'est de ça dont on discute maintenant dans le RCP. Vous pouvez avoir une scintigraphie osseuse faite pour une amylose cardiaque qui ne va pas beaucoup fixer ou pas fixer du tout. Eh bien, on va discuter de quel type de radiotraceur ça a été utilisé. Est-ce que c'est insensible? Est-ce que ce n'est pas insensible? Est-ce qu'on est sur une forme mutée et donc il y a peut-être une atteinte du système nerveux autonome? Ça ne fixera donc pas le muscle. Vous voyez que dans nos RCP, on essaie de répondre aux situations inhabituelles. En revanche, sur cette figure, vous avez des situations habituelles. Vous voyez qu'ici, vous avez un grade 2 dit de pérugynie, où on voit que le muscle fixe plus que les os, et fixe autant que certaines articulations un peu fréquemment hyperphysantes. Et quand vous avez un grade 3 ici, vous avez un muscle qui brille tout seul au milieu d'un squelette qui, lui, ne fixe pas. Vous pouvez quasiment affirmer qu'il y a des dépôts amyloïdes. Alors, dépôts amyloïdes ne veut pas dire que c'est du TTR, d'où l'importance majeure
de vérifier qu'il n'y ait pas de composant monoclonal, car c'est quasiment un diagnostic d'élimination. Si on confirme qu'il y a une amylose cardiaque et qu'en même temps il n'y a pas de composant monoclonal, eh bien on considère que c'est une amylose ATTR puisque c'est l'autre amylose fréquent cardiaque qui est fréquente. Voilà ce que je disais. La scintigraphie osseuse n'est pas absolue. Elle fixe aussi, dans certains cas, 15-16% d'amylose AL. Donc il faut absolument qu'il n'y ait pas de composant monoclonal pour réaliser cette scintigraphie. On m'envoie maintenant en consultation des personnes qui ont une scintigraphie positive, mais elle a été faite un peu, pas soit par hasard, soit pour rechercher ça, mais on ne devrait pas la réaliser si on n'a pas en regard un bilan biologique. Il faut demander les deux en même temps, car on ne peut interpréter l'un qu'en fonction de l'autre. C'est vraiment fondamental comme message pour les cardiologues. Alors voilà l'algorithme diagnostique que propose le PNDS tout récent. Il reprend un petit peu la conférence de consensus que vous a montré Louis Thériault, mais vous voyez, même si dans ce PNDS, il est mis que ces deux étapes, il met d'ailleurs la recherche du composant monoclonal en premier. Si on a une suspicion d'amylose cardiaque, il faut avant tout vérifier que ce n'est pas une AL, car c'est une urgence vitale. Donc faites cette demande de composant monoclonal avec le dosage d'échelle légère de qui circule, la protéine Robin-Jones et l'électrophorèse avec immunofixation. Et éventuellement, s'il n'y a pas ce composant monoclonal, faire la scintille. Alors, de plus en plus, on peut faire les deux, parce qu'effectivement, chez les sujets très âgés, ou relativement âgés, octogénaires, l'amylose à transthyrétine est plus fréquente. Mais sincèrement, pour les malades, on gagne du temps, faites les deux de façon simultanée. Et si on n'a pas une AL, mais qu'on a quand même une amylose cardiaque de façon formelle, eh bien, on peut affirmer que c'est une TTR sans avoir recours à des biopsies. Ensuite, restera l'étape de rechercher une anomalie génétique éventuellement. C'est important pour les malades, surtout pour pouvoir rassurer leur famille, puisque toutes ces personnes savent qu'un certain nombre d'amyloses cardiaques ATTR ont une origine, une composante héréditaire. Les principes de traitement de l'amylose cardiaque, je ne parlerai pas du traitement causal, c'est l'objectif du topo suivant. Mais bien évidemment, si c'est une AL, c'est une urgence de contacter l'équipe d'hémato pour avoir une thérapie spécifique du plasmocyte ou de cette lignée cellulaire. Et bien évidemment, si c'est une transthyrétine, eh bien, il faudra traiter cette amylose de transthyrétine et c'est l'objet du topo suivant. En revanche, pour ce qui est de l'atteinte cardiaque, eh bien, c'est gérer les symptômes de l'insuffisance cardiaque, donc des diurétiques de Lens, éventuellement des antialdostérone, même à des fonctions rénales relativement altérées. C'est un épargneur potassique, c'est sans doute un peu plus efficace pour gérer l'essoufflement d'effort parce qu'il y a une action antifibrosante myocardique démontrée expérimentalement. Alors souvent, ces personnes âgées étaient sous IEC ou ARA2, eh bien s'ils sont encore hypertendus, pourquoi pas, mais sachez que ces médicaments sont régulièrement délétères à cause de la dysautonomie. De même pour les bêta-bloquants, ils sont souvent mal tolérés parce que le débit cardiaque, il est quasi exclusivement fréquence cardiaque dépendant, puisque cette cardiopathie restrictive ne peut pas augmenter son volume d'éjection. Si on baisse la fréquence, on baisse le débit. C'est parfois même un critère diagnostique, une insuffisance cardiaque dont le traitement habituel était un IEC ou un bêta-bloquant. Si l'insuffisance cardiaque s'aggrave au bêta-bloquant, c'est dans l'immense majorité des cas une suspicion d'amylose. Donc ces médicaments classiques de l'insuffisance cardiaque sont la plupart du temps à éviter quand on peut. Alors après ça, la fibrillation atriale fait que parfois on est obligé de mettre des bêta-bloquants à faible dose, parce qu'autant ils ne tolèrent pas un cœur trop lent, mais autant un cœur amyloïde ne tolère pas un cœur trop rapide. Une fibrillation à 120, 130 de fréquence, c'est souvent très mal toléré. Donc il faut titrer les bêta-bloquants à la dose la plus faible pour qu'elle soit tolérée, et malgré tout qu'elle soit suffisante pour avoir une fréquence cardiaque aux alentours de 90 battements par minute. Et bien sûr, il faudra anticoaguler. Le score de Schatz-Vasque est souvent élevé chez ces personnes âgées, mais indépendamment d'un score de Schatz-Vasque, en cas de fibrillation atriale, les amyloses cardiaques sont plus à risque de faire des AVC. Enfin, il y a toute la place du défibrillateur prophylactique, du pacemaker. C'est des questions difficiles, ce sont des questions où même entre nous, on n'est pas toujours d'accord. À ce jour, en France, ce qui est recommandé, reconnu, c'est que les mettre en prophylaxie, c'est-à-dire juste parce qu'ils ont une amylose cardiaque, c'est plutôt non. Certains vous diront toujours, là, quand même, il y a des cas particuliers, mais de façon systématique, en prévention, c'est plutôt non. Bien évidemment, la prise en charge médicamenteuse a évolué, que ce soit dans la L, avec les thérapies actuelles, que ce soit dans le transthyrétine, avec là aussi les thérapies actuelles ou à venir. Les patients, les malades ont une espérance de vie qui est améliorée. Donc, si ces patients ont une espérance de vie qui est de plusieurs mois ou années, bien sûr que s'ils font un BAV de haut degré, eh bien, il faut les appareiller d'un pacemaker. Et si on documente les tachycardies ventriculaires, il faut les appareiller d'un défibrillateur.
sauf bien sûr quand ils sont sur des maladies trop évoluées. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à mon tour, je reste disponible si des questions surviennent. Bonsoir, donc moi j'avais pas de jeu de mots, mais on va aller au nerf de la guerre avec les traitements des amyloses à transthyrétine. Donc c'est d'une part, je suis neurologue dans le centre de référence des maladies neuromusculaires, donc j'ai aussi des conflits d'intérêt sur les traitements, spécialement avec Pfizer et Alnylam notamment. Donc sur la physiopathologie, d'abord, on va revenir rapidement. Le gène de la transthyrétine donc, produit une protéine qui s'appelle la transthyrétine, qui est une protéine qu'on a tous, hein, qui sert essentiellement à transporter la vitamine A dans le sang et qui est stabilisée dans le sang sous forme de tétramère, c'est-à-dire 4 monomères qui se stabilisent. On connaît mieux les formes mutées, donc les formes avec une mutation de la transthyrétine entraînent une protéine qui a une forme, une conformation anormale et qui va s'agréger plus facilement en fibrillamyloïdes qui vont aller se déposer, on l'a dit, essentiellement sur le nerf, également sur le cœur et d'autres organes, l'œil, le rein et les glandes salivaires qui vont nous aider essentiellement pour le diagnostic. Dans l'amylose à transthyrétine sénile, on pense que c'est simplement le vieillissement de la protéine qui va favoriser son agglomération, son accumulation. Donc dans les amyloses à transthyrétine, on a essentiellement, en tout cas les formes mutées qu'on connaît de manière plus ancienne, qui on appelle aussi héréditaires, même si les formes mutées en France sont souvent sporadiques parce qu'elles commencent après 50 ans et que les patients n'avaient pas forcément d'antécédents familiaux, on a gardé le terme héréditaire. Et les formes sauvages, c'est-à-dire sans mutation génétique, on dit aussi wild type, ou forme sénile, un terme qu'on emploie un peu moins, qui est moins élégant. Donc dans les traitements anti-amyloïdes, historiquement, le premier traitement qui a été utilisé, c'est simplement la greffe hépatique. Enfin, je dis simplement, c'est compliqué une greffe hépatique, mais c'était d'aller mettre un foie qui allait produire une protéine qui n'était pas mutée, donc qui allait être de conformation normale. Elle a quasiment été abandonnée ces dernières années du fait des nouveaux traitements et de la morbi-mortalité quand même spécifique des greffes hépatiques. Et donc, dans les traitements disponibles, on a essentiellement 2 types de traitements. Des traitements qui vont stabiliser ces monomères instables, hein, je vous ai montré, qui se baladent dans le sang pour éviter qu'ils s'accumulent en protéines amyloïdes. Et puis, des nouvelles thérapies qu'on appelle des silenceurs génétiques qui vont empêcher la production de transthyrétine par le foie. Il y a la thérapie génique qui est en développement avec des premiers patients qui sont injectés voilà, des essais first in human, comme on dit, mais on ne va pas en parler, c'est vraiment une innovation thérapeutique, mais pour vous dire qu'il y a vraiment des nouvelles choses qui arrivent. Donc les traitements sur le plan neurologique ont été validés essentiellement avec cette classification historique, hein, qui est très très simple, hein, qu'on appelle une classification FAP. Donc le patient stade 0, il n'a aucun symptôme. Stade 1, il a des symptômes, mais vous voyez qu'il marche sans aide technique. Et puis dès lors qu'il a besoin d'une canne, il passe en stade 2. Et 2 cannes du fauteuil roulant, il passe en stade 3. Donc le tafamidis, le nom commercial Vyndaqel, a été un des premiers validés avec une gélule à 20 mg par jour, donc un traitement à prendre par la bouche, hein, plutôt une très bonne tolérance, et qui a été utilisé dans les neuropathies de stade 1. Donc, dès lors que le patient a des symptômes, il a été d'abord en autorisation temporaire, puis l'autorisation de mise sur le marché, vous voyez, date des années 2010, donc c'est un traitement pour lequel on a pas mal de recul. Alors là, je suis désolée, c'est petit. C'est les études qui ont été faites sur des scores cliniques. Donc, en fait, ce qui avait pu démontrer le tafamidis à 18 mois, c'est que l'amélioration, enfin, pas une amélioration, c'est qu'il y avait une aggravation dans le groupe traité qui était inférieure à l'aggravation des patients sous placebo. Donc, sur le score NIS, pardon, qui est un score d'examen clinique neurologique, hein, qui prend les réflexes, la sensibilité, la motricité. Et donc, je vous disais, ces nouvelles thérapeutiques, donc des silenceurs génétiques, avec 2 classes essentiellement de molécules, le patisiran, qui est un ARN interférent, un siARN, qui va aller perturber l'épissage de la protéine au niveau hépatique pour empêcher la production de transthyrétine par le foie. Et un autre mécanisme d'action un petit peu plus connu dans ces nouvelles thérapies, l'inotersène, qui est un oligonucléotide antisens, mais avec le même objectif, c'est de limiter vraiment la production de transthyrétine au niveau du foie. En conséquence, quand on utilise ces 2 types de traitements, on va supplémenter le patient en vitamine A, parce que je vous ai dit que le rôle physiologique de la transthyrétine, c'était de transporter la vitamine A jusqu'à l'œil. Avec ces traitements,
on bloque la production de transthyrétine, donc ils n'en ont plus dans le sang, donc on va leur donner plus de vitamine A pour empêcher d'éventuels effets secondaires. Donc les deux traitements ont eu des phases 3, donc des essais thérapeutiques versus placebo qui sont sortis à peu près en même temps, d'ailleurs dans le même numéro du New England. Donc le patisiran, c'est l'ARN interférent avec le nom commercial le Lonpatro. En pratique, c'est une perfusion intraveineuse toutes les 3 semaines. On les fait maintenant à la maison avec des prestataires. Dans l'essai de phase 3, c'était des patients de stade 1 et de stade 2 qui avaient été inclus, donc je vous disais symptomatiques avec ou sans aide à la marche, et c'était à peu près 50% de patients stade 2. Ce qu'on remarque ici, donc en ordonnée, c'est le score Nice, dont je vous parlais tout à l'heure, le score d'examen clinique, alors là qui est modifié parce qu'on prend aussi quelques données d'électromyogramme pour avoir peut-être des données un peu plus objectives. Et donc, les patients sous groupe placebo s'aggravaient à 18 mois, ils avaient une progression de leur handicap, alors que les patients sous patisiran s'amélioraient. Et donc, on avait une différence qui en effet était très significative et qui était plus intéressante que ce qu'on avait pu observer avec le tafamidis, où je vous avais dit que sur le même type de score, c'était plutôt une diminution de l'aggravation, alors que là, on avait vraiment une amélioration des patients. Le même genre de choses sur des scores de qualité de vie, bien quand le patient aussi se sent mieux, et pas simplement le neurologue qui le trouve mieux. Sur la tolérance, donc c'est un traitement qui est extrêmement bien toléré. Le seul souci qu'il y a eu, c'était une toxicité en cas de diffusion sous-cutanée. Je dis que c'est un produit qui était intraveineux, donc il faut vraiment faire attention à la voie d'accès. Et si ça diffuse, il faut le couper pendant ce temps-là. Donc les infirmières sont bien formés à domicile également. Et donc, c'est un médicament qui a eu une amélioration du service médical rendu 3. En même temps, donc l'inotersen, qui est aussi un silenceur génétique, mais qui est un oligonucléotide antisens, avec le nom commercial cette fois-ci Texedi. C'était une autre galénique. Donc, cette fois-ci, c'est une injection sous-cutanée par semaine. Donc, pareil, on initie initialement en hôpital de jour, on éduque le patient et l'idée, c'est qu'il soit autonome avec son traitement en sous-cutané. Les profils de patients incluent un peu plus de patients moins sévères, 2 tiers de stade 1, 1 tiers de stade 2 contre l'autre traitement. Et puis, c'est les mêmes échelles, donc le score Nice et le score de qualité de vie. Vous voyez de nouveau en vert le groupe placebo, en bleu le groupe traitement, des différences significatives entre les deux groupes. Peut-être, alors ce qu'on peut remarquer par rapport au patisiran, c'est que là dans le groupe inotersen, il s'aggrave aussi un petit peu, alors qu'on avait vu de l'autre côté à 18 mois une amélioration dans le groupe. Donc pareil, ils ont eu une ATU de cohorte puis une AMM. Sur le profil de tolérance, il y a eu une tolérance un petit peu moins bonne, avec notamment une thrombopénie et un décès lié à un hématome cérébral dans le groupe traitement, ce qui a fait adapter derrière le plan de gestion de risque, avec maintenant une surveillance plaquettaire obligatoire toutes les 2 semaines. Il y a eu aussi un patient qui a eu une glomérulonéphrite extramembraneuse. C'est un effet connu des classes d'oligonucléotides antisens par réaction immunoallergique, avec un patient qui est resté dialysé. Donc, on surveille la fonction rénale. Et tout ça mis ensemble, ça fait que l'amélioration du service médical rendu a été jugée un petit peu moins bonne avec l'inotersen qu'avec le patisiran. Ça reste néanmoins un traitement qu'on peut utiliser. Alors ça, c'était les études sur le versant neuropathie. On a appris à découvrir un peu plus récemment la cardiopathie amyloïde grâce notamment au progrès diagnostique dont vous a parlé le professeur Lamblin. Et sur l'atteinte cardiaque, il y a le tafamidis, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le stabilisateur de monomère, qui a pu montrer spécifiquement sur la cardiopathie amyloïde une diminution de la morbimortalité chez les patients qui avaient donc une cardiopathie amyloïde à transthyrétine en poulant les causes héréditaires et les causes sauvages. Ce n'étaient pas des patients, voilà, il y avait les 2 types de patients, alors que dans toutes les études que je vous ai présentées avant, c'était des formes mutées. Et dans l'étude ATTRACT, donc qui étudiait l'efficacité du tafamidis sur la cardiopathie amyloïde, il y avait également un test de marche de 6 minutes qui est censé refléter la dyspnée des formes et qui probablement traduit aussi peut-être une part de neuropathie. Et en tout cas, il y avait une différence entre le groupe tafamidis et le groupe placebo. Il y a eu, j'ai pas remis, des analyses de sous-groupes derrière qui ont comparé 2 posologies de tafamidis, donc du 61 mg versus le 20 mg,
et qui ont montré que le 61 mg avait un avantage sur les signes cardiaques par rapport au 20 mg, ce qui nous a compliqué un petit peu nos AMM, puisque sur l'atteinte cardiaque, c'est le tafamidis à 61 mg qui a une autorisation de mise sur le marché et qui est préconisé donc, quand les patients présentent une cardiomyopathie. Donc ça, c'est petit, mais ça reprend les différentes classes dans le protocole national de diagnostic et de soins avec les différentes AMM si vous voulez les retrouver. Dans le PNDS, on propose aussi un algorithme de traitement qui est assez facile, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une aminose à transthyrétine avec une atteinte neurologique, on va proposer un traitement. Si c'est un stade 1, c'est-à-dire un patient qui est capable de marcher sans aide technique, on aura le choix entre les trois, donc le tafamidis 20 mg, patisiran et inotersen. Et c'est vrai que comme le patisiran et l'inotersen ont un niveau de preuve peut-être un peu plus important sur l'amélioration du patient, quand c'est un stade 2, donc quand il y a besoin d'une aide à la marche, on va plutôt utiliser d'emblée des silenceurs génétiques plutôt que le tafamidis. La transplantation hépatique reste possible dans de très rares cas des patients jeunes avec une atteinte qui est grave, qui s'aggrave d'emblée ou qui sont mauvais répondeurs au traitement classique. Là, dans notre protocole national de diagnostic et de soins plutôt neurologiques, on ne remet pas le tafamidis 61 mg, mais fort des études dont je vous ai parlé, bien sûr que s'il y a une atteinte cardiaque et neurologique, c'est tout l'enjeu de la discussion collégiale pour voir si on met du tafamidis 61 mg, avec normalement pas de place à l'heure actuelle pour des bithérapies, c'est-à-dire pour des associations de traitement. Et puis, en dehors de ces traitements de la cause, dans les neuropathies amyloïdes, on n'oublie pas, bien sûr, l'ensemble des autres traitements. C'est des neuropathies qui peuvent être très douloureuses avec des douleurs neuropathiques, donc on aura des traitements spécifiques, soit de la famille des antiépileptiques, soit des antidépresseurs. Pour les troubles digestifs, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que c'est souvent au premier plan et c'est ce qui altère le plus la qualité de vie des patients avec des alternances diarrhée-constipation qui peuvent être très importantes, donc il ne faut pas hésiter à les traiter. L'hypotension orthostatique, on a quand même un arsenal thérapeutique également en collaboration avec les cardiologues. Et puis l'atteinte oculaire qui peut faire l'objet aussi d'un symposium à part entière parce que malheureusement les traitements dont on a parlé à l'heure actuelle ne passent pas la barrière hémato-vitréenne, sauf peut-être le tafamidis à petite dose, il y a une étude. Et donc malheureusement les patients quand ils sont stabilisés sur le nerf et sur le cœur, ils continuent parfois à progresser sur le plan de l'œil avec besoin de traitement, en tout cas pour l'instant, palliatif, entre guillemets. Je pense que j'en ai fini pour avoir le temps de discuter. Oui. Il y a déjà des questions, j'ai vu, plutôt cardiaques. Je vais t'arrêter le partage comme ça. Alors, il y a une première question pour moi. Si on a un composant monoclonal, pas la peine de faire l'immunomarquage sur la pièce de biopsie. Eh bien si. C'est-à-dire que si on a un composant monoclonal dans le sang, on voudra bien sûr montrer que c'est lui qui est à l'origine du dépôt dans le tissu. Et donc, on fera toujours un immunomarquage pour bien montrer que on a la même image dans le sang et dans le tissu. Donc, le composant monoclonal, c'est une bonne raison pour faire un immunomarquage. Oui, c'est quand même présent chez 15-20% des personnes a priori sans symptômes. Donc, avoir un composant monoclonal ne suffit pas à dire que c'est une amylose. Il y a une question autour des biomarqueurs en cardiologie. On me pose la question de l'intérêt de la troponine ou d'une des troponines et du NT-proBNP, que ce soit dans le dépistage ou dans le pronostic de l'amylose systémique, lorsqu'elle est connue ou en dépistage. C'est une excellente question. Alors, je crois qu'à ce jour, ce n'est pas encore recommandé par les sociétés savantes ni par les consensus, mais je pense que ça devrait être proposé dans différentes situations. Par exemple, dans la neuropathie amyloïde connue, eh bien, pour dépister une éventuelle atteinte cardiaque, je crois que c'est vraiment important, surtout si ça adapte un peu la thérapeutique. Et encore plus, finalement, toujours parce que la gravité est importante, dans le composant monoclonal dit de signification clinique indéterminée ou bénin, peut-être pas à chaque fois de doser ces biomarqueurs, mais dès qu'il y a une plainte fonctionnelle, je pense qu'il faut doser ces biomarqueurs. Par exemple, un sujet qui se dit plus essoufflé que d'habitude,
certes, c'est parfois aussi des personnes âgées, mais en vieillissant, il n'y a pas un essoufflement qui apparaît en quelques semaines. Donc, un composant monoclonal de signification déterminée qui se dit plus essoufflé, il faut absolument, absolument doser l'un ou les deux de ces marqueurs, troponine et NT-pro. Ça, c'est pour le dépistage. Mais on n'est pas très nombreux à aller vers ça. Et je pense que dans les communautés hématologiques, il faudrait que le message passe. Et après ça, dans le cadre du pronostic, on voit que la personne qui pose la question connaît bien le sujet, parce qu'effectivement, ça c'est déjà validé, ces biomarqueurs sont associés au pronostic, alors en baseline, c'est-à-dire au diagnostic, mais également au cours du suivi. Alors là, peut-être pas les deux, mais en tout cas, le NT-proBNP, il est très utile, et parce que finalement, on s'aperçoit, et c'est maintenant montré, que indépendamment de l'infiltration du myocarde, de ce que l'on voit en écho, la survie dépend des chaînes légères qui circulent. Et on le voit très bien, puisque une amylose à elle peut être très grave au diagnostic, et finalement, au cours du traitement, si on normalise ou si on fait disparaître les chaînes légères, donc il y a une réponse hématologique complète, eh bien, on voit s'améliorer le malade, et c'est corroboré par l'amélioration franche du NT-proBNP, alors que l'échographie bouge peu. Donc le NT-proBNP montre au malade que le traitement est efficace, montre au malade qu'il va aller mieux. Et c'est un peu vrai dans l'amylosatransthyrétine, même si c'est un peu moins caricatural. Alors, je vais enchaîner. Et donc dans les neuropathies amyloïdes, troponine et NT-proBNP, en effet, on les dose aussi de manière annuelle, c'est dans nos recommandations. Et parfois, moi, dans mes neuropathies du sujet âgé à bilan négatif, j'avoue que le NT-proBNP peut m'en servir dans l'orientation large sur le dépistage ou le diagnostic. Pour répondre à la question des ARN interférents, mais aussi des oligonucléotides antisense, je pense, dans l'amylose à transthyrétine sauvage, les études sont en cours. Il y a des phases 3 en cours dont on aura les résultats normalement en 2023. Sur le plan physiopathologique, on s'attend bien sûr à ce que ce soit des études positives. Il n'y a pas de raison. On supprime la production de transthyrétine, qu'elle soit mutée au sauvage. Normalement, on va stabiliser l'atteinte cardiaque, mais encore faut-il le montrer. Donc probablement que ça va redistribuer aussi la donne dans les différents traitements proposés dans les amyloses sauvages. Et la transplantation hépatique, qu'en effet, on a commencé à le dire, hein, que ça reste très à la marge, c'est moins d'une dizaine par an, si je ne me trompe pas à l'heure actuelle, par les centres parisiens. C'est vraiment chez des formes portugaises, des mutations des trentaines, des patients de moins de 30 ans qui flambent leur atteinte cardiaque et ou neurologique dans les 6 mois, où vraiment on va avoir envie d'être radical sur le traitement. Peut-être en attendant d'autres questions, deux compléments d'information. Tous autour de la table, on prône le dosage du NT-proBNP. La difficulté est son interprétation, parce qu'il n'y a pas de valeur seuil très claire. C'est une excellente valeur prédictive négative quand c'est très bas, mais finalement, avec l'âge, avec la fonction rénale qui s'altère, avec d'autres maladies cardiaques, parce qu'on peut avoir une maladie coronaire, on peut avoir d'autres choses qui font monter un peu le NT-proBNP. L'interprétation est difficile. Donc je pense qu'il faut être à l'aise avec des valeurs extrêmes, tout à fait normales ou très très haut. Si c'est très élevé, on sait qu'on croit quelque chose. Puis toutes les situations intermédiaires doivent être discutées avec votre correspondant cardiologie de proximité. C'est finalement une maladie qui pousse à travailler en équipe. Personne n'a la solution tout seul. Je trouve que ce message est important. Deuxième élément de complément, c'est que dans les amyloses à transthyrétine non mutées, et effectivement dans les cardiopathies amyloïdes, l'amylose cardiaque du sujet âgé, les ARN interférences sont actuellement à l'étude. Alors, ce ne sera pas 2023, ce sera 2022, les résultats, parce qu'en fait, il y a un communiqué de presse qui est paru pendant l'été, mi-août, de la société qui le produit et qui dit que l'étude a atteint son critère principal. Et on peut déjà dire donc que le critère principal, qui était un test de marche de 6 minutes, est atteint avec les ARN interférents dans l'amylose cardiaque. De même, il y a une amélioration de la qualité de vie, mais il semble, sous réserve que je n'ai pas lu l'étude, que le critère qui était secondaire de sécurité, mais qui comporte la mortalité, lui, n'atteint pas le seuil significatif. Alors, je n'ai pas lu l'étude, mais je pense qu'elle sera rapportée à l'AHA, donc c'est début novembre 2022, le grand congrès américain, c'est l'étude Apollo B. Donc c'est incroyable, en 10 ans, on passe d'une maladie où on n'avait aucune ressource thérapeutique, et on arrive maintenant à avoir 3 ou 4 modalités de traitement possibles, c'est vraiment incroyable. Un beau modèle. Il Ouais, faudrait que toutes les maladies progressent aussi. Et en plus, elles ne sont plus si rares pour ce qui est de l'amylose cardiaque du sujet âgé. Ça devient fréquent. Moi, j'en vois 1 à 2 à chaque consultation. Donc, c'est loin d'être rare. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions autour du chat.
priori, non. Oui, A priori, non, effectivement. Mais il est déjà un petit peu plus de 19 heures. Effectivement, on va remercier encore notre partenaire pour ce soir, laboratoire Al-Nilam, de nous avoir soutenus pour vous proposer ce petit tour autour de l'amylose. Merci à Céline, merci à Nicolas. Merci pour l'invitation. Voilà, c'est un plaisir. Et puis, on espère vous retrouver bientôt. Bonne fin de soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.